Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons peu, parlons mode. Émission 100% mode et tendance à retrouver toutes les semaines le vendredi à 17h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on y va, sommaire. L'actu de la semaine, c'est la fameuse collaboration entre la maison italienne Bulgari et la designer Yoon Han, qui est à la tête de la marque très tendance en bouche. Et Yoon Han revisite pour nous le fameux serpent emblématique du joaillier. Cette semaine, on tire aussi le portrait de Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison Balmain. Beau, jeune et surtout intelligent, il a su insuffler une nouvelle dynamique chez Balmain en faisant une marque plus moderne que jamais, à force de travail, de glamour et de réseaux sociaux. Dans la rubrique iconique, on va parler des plus vieilles chaussures du monde, à savoir les mocassins, que Gucci s'est réapproprié au fil des années, un intemporel retendancisé cette année pour la rentrée. Enfin, une courte page influenceur avec Caroline Dor, la reine du street style. Elle a mis la mode et les photographes à ses pieds et est considérée comme l'une des Instagirls les plus influentes. Niveau actualité, cette semaine, on parle d'une collaboration entre, d'une part, la maison Bulgari et la designer Yoon Han, qui cartonne actuellement avec sa marque En Bouche, une marque très minimaliste, mais en même temps très urbaine et très moderne. Le but de cette collaboration entre les deux marques, c'était de revisiter la thématique Serpenti, chère à la marque Bulgari, et ce depuis des décennies. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le serpent, c'est un motif qui est beaucoup utilisé chez Bulgari, tout comme la panthère chez Cartier par exemple, et ce depuis les années 1960. Le serpent est d'abord décliné en bijoux, puis en accessoires divers, dont le fameux sac Serpenti Forever, un sac qui est assez connu avec un fermoir en tête de serpent. Et depuis quelques années, depuis 2017 plus précisément, Bulgari a lancé le défi à certains designers de revisiter ce motif en dessinant des collections capsules pour le compte de la marque Bulgari. Et ce projet s'appelle Serpenti Through the Eyes Of. Donc Serpenti à travers les yeux de. L'an dernier, c'était Alexander Wang qui était chargé de dessiner cette collection capsule. Et cette année, c'est donc Yoon Han. Et le résultat est très réussi puisqu'on a une collection capsule à la fois imprégnée de l'identité en bouche, avec des lignes très modernes, mais en même temps sobres et sophistiquées, très graphique, très urbaine, avec des couleurs qui pop, on aime, mais on reste fidèle quand même au sac original, donc je trouve que c'est quand même un tour de force de pouvoir comme ça réussir à allier les deux. Je vous conseille d'aller voir sur internet cette collection, ça vaut vraiment le coup d'œil. Il faut faire gaffe parce que je pense que ça va être une collection qui va avoir beaucoup de succès et à mon avis, les modèles vont être rapidement sold out. La collection sort le 4 septembre officiellement, mais il est possible de faire des précommandes. Donc si vous voulez investir chez Bulgari, c'est le moment. Soyez sur le coup parce qu'à mon avis, la collection ne va pas faire long feu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez aller voir. Notre portrait de la semaine est consacré à Olivier Rousteing. Si vous vous intéressez un petit peu à la mode, vous en avez forcément entendu parler, du moins vous avez forcément vu son visage quelque part. C'est un peu le designer de cette dernière décennie. Il a beaucoup marqué les esprits de par sa personnalité, sa jeunesse, son intelligence et forcément son esthétique. Sa jeunesse parce que Olivier n'a que 34 ans. C'est un enfant adopté par un couple de Bordelais. Il passe donc toute son enfance à Bordeaux. Il dessine beaucoup, s'intéresse bien sûr à la mode et il va entamer ses études à l'ESMOD Bordeaux. L'ESMOD, vous le savez, on en a déjà parlé notamment dans notre premier épisode lorsqu'on parlait de Jacques Mus qui lui aussi a étudié à l'ESMOD. C'est l'école supérieure des arts et des techniques de la mode en fait. Alors Olivier Rousteing, il étudiera là-bas pendant 4 mois avant de partir en Italie faire des stages dans la mode directement auprès des maisons. À cette période, il réussira à rentrer chez Roberto Cavalli et il travaillera pour lui en tant que styliste. Il va bosser pour Cavalli pendant 5 ans, ce qui va lui permettre en fait de faire ses armes et lui apporter une très importante expérience. En 2009, il est appelé par la maison Balmain, maison pour laquelle il travaillera d'abord en tant que responsable de studio de création pour les collections de prêt-à-porter féminin
féminin. Et en 2011, il va prendre les rênes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reprend Balmain à une période clé. Son prédécesseur vient de remettre un peu la marque sur pied après plusieurs années difficiles. Donc pour mieux comprendre dans quel contexte Olivier Rousteing arrive chez Balmain, je vous raconte quand même un petit peu le background de la maison. La maison Balmain qui a été marquée par plusieurs périodes. Dans les années 50, on a Karl Lagerfeld, et oui, déjà, qui entre en tant qu'assistant. Il gagnera le fameux concours du secrétariat national de la laine, en même temps qu'Yves Saint-Laurent. Et à cette époque-là, la maison fait vraiment un carton et toutes les plus grandes stars s'habillent chez Balmain. On a Audrey Hepburn, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot, ou encore Sophia Loren. Dans les années 80, le succès va un petit peu décliner, notamment à cause de la mort de Pierre Balmain en 1982. Pendant une dizaine d'années, la marque va avoir du mal à redécoller et il faudra attendre une dizaine d'années, vers les années 1992 et l'arrivée d'Oscar de la Renta pour voir souffler un vent de renouveau chez Balmain. Ça va durer jusqu'en 2002, date à laquelle Oscar de la Renta quitte la maison, départ à l'issue duquel la maison Balmain va vraiment avoir du mal, et ce jusqu'en 2006, année où est embauché Christophe Decarnin, qui a déjà travaillé chez Paco Rabanne, et lui il va faire un gros travail de retour aux sources, en revenant aux fondamentaux qui ont fait le succès de la maison, à savoir une image chic, élégante, mais en même temps moderne, rock, etc. Et en 2011, on a l'arrivée d'Olivier Rousteing dans ce contexte-là. Alors son prédécesseur vient de redorer le blason de la marque, de la remettre sur pied, et en fait, Olivier Rousteing, il va finir le travail en faisant carrément une marque statement, avec une identité qui reste fidèle à la vibe Balmain de la première heure, c'est-à-dire moderne et rock, mais Olivier Rousteing va faire glisser ces deux notions vers le sens qu'elles ont aujourd'hui. Il va inscrire ces deux notions dans leur temps. Il va faire du moderne et du rock, mais à la sauce 2010. Et grâce à Olivier Rousteing, ça y est, la femme Balmain est complètement dans l'air du temps. Elle est peut-être même un petit peu avant-gardiste, puisqu'il va aller plus loin en imprégnant la marque des codes actuels, en la médiatisant avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les médias sociaux. Et je pense que comme un Karl Lagerfeld en son temps chez Chanel, Olivier Rousteing chez Balmain réussit un tour de force, à savoir se mettre au service de la maison pour laquelle il travaille, pour laquelle il design, mais tout en restant lui-même, tout en restant fidèle à ce qu'il est, fidèle en ce qu'il croit. Et je pense que c'est vraiment une personnalité hyper importante aujourd'hui dans le panorama de la mode. Et des designers comme ça, avec une très forte personnalité, qui s'exposent dans les médias, notamment à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, eh bien c'est très précieux. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment grâce à ce genre de personnalité très ouverte que la haute mode et que les marques de luxe deviennent accessibles. Alors accessible pas forcément au sens physique du terme, mais plutôt au sens culturel. Parce que même si on ne peut pas forcément se permettre financièrement de posséder, de s'acheter des pièces provenant des maisons pour lesquelles ces designers-là travaillent, on a quand même accès à tout ce background créatif, tout ce processus créatif. Et ça contribue à faire des marques et des designers des personnalités, des entités de pop culture en fait. Et depuis qu'il est là, il a beaucoup fait pour Balmain. Il a notamment fait des partenariats pour la marque H&M, pour aussi la marque de cosmétiques L'Oréal, des marques accessibles qui vont lui donner encore plus de visibilité, qui vont élargir le public auquel Balmain s'adresse. Il va faire de Kim Kardashian l'une de ses égéries. Il fait défiler tous les mannequins les plus bankable du moment. Bref, grâce à Olivier, Balmain redevient en fait une maison cool et dans l'air du temps. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Olivier Rousteing, c'est son intelligence. Il a une vivacité d'esprit incroyable, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Il est aussi très charismatique, faut le dire. Je suis très sensible à son esthétique, tant au niveau de ses créations qu'au niveau de sa personne. Il est toujours très bien habillé, très très chic. Alors certains critiquent le fait qu'il soit un peu trop caricatural, en fait, qu'il soit la caricature parfaite du designer de mode, autant dans son apparence physique que dans son comportement. Personnellement, moi je trouve que c'est un faux débat. Je pense que pour véritablement comprendre le monde de la mode, il faut y être sensible. Pas forcément aimer, mais voilà, y être sensible, se mettre à sa portée. Et si on n'y arrive pas, je pense que ça sert à rien en fait de
de critiquer. Parce que la mode, c'est un monde très complexe, qui est traversé de dynamiques très paradoxales, pas toujours très compréhensibles, hein, même pour ceux qui s'y intéressent. Pour la simple et bonne raison que la mode, c'est quelque chose en fait finalement de très personnel. Chacun voit la mode différemment, chacun la vit différemment, chacun l'interprète différemment. C'est de l'art en fait, hein. Il y a autant de façons d'appréhender la mode qu'il y a d'individus, je pense. Et c'est ça en fait qui rend le sujet souvent insaisissable. J'ai été très marquée par l'esthétique d'Olivier Rousteing pour Balmain. Il y a quelque chose de très militaire en fait dans ce qu'il fait et dans ce qui s'en dégage, dans le sens où les coupes elles sont très structurées, elles sont marquées. La coupe, on le répétera jamais assez, mais la coupe et la matière, c'est deux choses essentielles dans le vêtement. On peut avoir un vêtement très très simple, mais si la coupe ne va pas, terminé, c'est mort. Ces créations sont travaillées, quasi sculpturales, dans le sens où on a souvent l'impression qu'en fait, les tenues, elles sont sculptées sur le corps de ceux qui les portent, en fait. Et puis, de ces créations se dégage une certaine aura, un ADN, en fait. On voit que c'est du Olivier Rousteing. J'ai l'impression que voilà, que ces créations sont vraiment des armes d'empowerment. Et en ça, je trouve que c'est fantastique. À mon sens, hein, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est ma vision du truc. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, Olivier Rousteing, c'est quelqu'un de très moderne. Il vit avec son temps, il n'est pas étriqué dans des codes et dans des lignes de conduite qui nous ont été dictées. Il est lui-même, il est honnête avec lui-même, avec qui il est, de par sa couleur de peau, de par son homosexualité. Ça fait beaucoup de bien d'avoir comme ça des icônes, des personnalités inspirantes qui nous poussent nous aussi à oser être nous-mêmes, oser nous accepter, oser croire en nous-mêmes, nous donner nos propres chances. Et franchement voilà, Olivier Rousteing c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, j'en suis fan. Si vous voulez vous faire une idée de sa personnalité, moi je vous propose d'aller regarder des vidéos et des interviews de lui, il y en a beaucoup sur internet, notamment sur YouTube. Je pense par exemple à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier, voilà, dans laquelle il donne une interview assez complète qui permet de bien comprendre sa personnalité et je la trouve vraiment top. Bref, c'est un chouette gars, chapeau. On en voit fleurir un petit peu partout ces derniers temps, dans les collections de prêt-à-porter des marques comme Zara ou encore Mango, et il semblerait que cela redevienne la chaussure statement, notamment pour cet hiver. Il s'agit du mocassin. Niveau chaussures, ces dernières années, on a un petit peu fait le grand écart. On est passé dans les années 2010 de la passion pour les platform shoes et les très hauts talons à la basket. On est revenu un petit peu aux bottines et à tout ce qui est talons carrés, et voilà qu'un intemporel de la garde-robe, très chic, très élégant, mais en même temps passe-partout, revient avec donc le mocassin. Et je trouve que c'est pas très étonnant finalement, hein, puisqu'on est, vous le savez, actuellement dans cette vibe à la fois glamour des années 2000, mais aussi working girl très 80. On a un retour en force ces dernières années de tout ce qui est costume, chemise blanche à jabot, les froufrous, les volants, etc. Les broderies, les chemises blanches, les tailleurs pantalons, etc. Les grosses boucles d'oreilles clip, les talons carrés, etc. Et dans ce panel, il était selon moi normal d'y retrouver les fameux mocassins. Les mocassins, c'est un peu l'alternative, c'est un peu le choix du confort, mais tout en raffinement. D'ailleurs, à chaussures équivalentes, je préfère largement un mocassin plutôt qu'une ballerine. Je pense que le mocassin, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fort, une pièce beaucoup plus qui a beaucoup plus d'allure, beaucoup plus affirmée. Bref, il faut savoir que parmi les grandes maisons de couture, c'est quand même Gucci qui a le label mocassin, dans la mesure où le mocassin est chez Gucci une pièce emblématique. L'homme et la femme Gucci portent des mocassins. Le mocassin chez Gucci, c'est un peu comme le trench chez Burberry ou le carré chez Hermès. Et puis j'allais oublier quand même, si on parle mocassin, il faut quand même évoquer Tod's, qui eux aussi sont experts en la matière. Il y a de ça 4-5 ans, on avait une It Shoes Gucci qui s'apparentait beaucoup au mocassin, hein, qui en était le dérivé. C'était le modèle Princeton, designé par Alessandro Michele. Vous savez, c'était ces mules à bride avec la fourrure à l'intérieur. Il y avait même des modèles sans fourrure et le modèle avait donc été décliné en plusieurs modèles. Et c'était vraiment la chaussure folie à l'époque, quoi. Hein. On la voyait partout sur Instagram, sur Pinterest, c'était fantastique. Bon, aujourd'hui on est sur un vrai mocassin. La chaussure elle est fermée à l'arrière, on a les fameuses coutures sur le dessus, les petits ornements, donc les boucles, les pompons, les brides, etc. Il faut savoir qu'à la base, le mocassin c'est une chaussure
hyper vieille, presque aussi vieille que les hommes. La plus vieille chaussure de l'histoire de l'humanité était un mocassin. La chaussure en question a été retrouvée dans une caverne en Arménie et elle daterait de plus de 5500 ans. Je suis pas historienne, je vous l'avoue, j'ai lu ça sur Wikipédia. Et le mot mocassin est dérivé en fait de l'algonquin, donc une langue des Indiens d'Amérique, qui portaient eux, des mocassins en peau, très travaillés, avec des franges, de la fourrure et tout ça. Je trouve ça très beau. Ça se trouve encore d'ailleurs chez la marque Minnetonka. J'adore ces chaussures. Le mocassin Gucci, lui, il a été créé en 1953 par Aldo Gucci, qui était un féru de tout ce qui touche au monde équestre. Et à l'époque, il souhaite créer une chaussure confortable en cuir. Et pour rappeler sa passion pour l'équitation, tout ce qui a trait au monde du cheval, il va avoir l'idée d'apposer sur le coup de pied un mors de cheval, et ça deviendra vraiment emblématique. À l'origine, le mocassin est conçu pour les hommes, mais rapidement, il va être décliné en version femme, et le mocassin chez Gucci va vraiment devenir la pièce qu'on décline à l'infini, en jouant avec les cuirs, les matières, les motifs, les couleurs, la forme, etc. Si vous voulez investir, du coup, je vous encourage à prendre en effet un modèle haut de gamme, puisqu'un mocassin, même quand ce n'est pas tendance, ça reste quelque chose de très stylé. En plus, c'est très confortable. Maintenant, vous pouvez aussi vous diriger vers des marques plus accessibles. Mango et Zara ont sorti des modèles très jolis. Et je pense qu'avec les nouvelles collections qui arrivent et qui sentent bon la rentrée, le marché va être inondé. Aujourd'hui, je vous parle d'une influenceuse dont je suis pas forcément hyper fan, mais qui fait quand même partie de ces influenceuses importantes à connaître si vous voulez être à jour. Et il s'agit de Caroline D'Or, ou Caro D'Or. Alors, je vous le dis tout de suite, elle est allemande, je ne sais donc pas comment se prononce son nom. Cette nana, la première fois que je l'ai vue, elle était dans un vlog de Negin Mirsalei, et puis je la voyais sur pas mal de photos Insta. Alors j'ai commencé à m'abonner à son compte, et puis à force de la voir dans mon fil d'actualité, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était très présente dans le monde de la mode, et notamment sur les photos de street style. Vous savez, dans les magazines, et de surcroît dans les magazines de mode, on a besoin en fait d'illustrer ce dont on parle, parce que voilà, la mode c'est quelque chose de très visuel. Et vous savez, lorsqu'il y a des pages, que ce soit sur internet ou dans les magazines papier, quand on a des pages de décryptage de look, vous savez, les fameuses rubriques qui porte le mieux ceci ou cela, les 10 looks de la Fashion Week, qui porte le mieux telle tendance, patati patata. Eh bien, Caro D'Or, je sais pas, elle est toujours parmi les photos. C'est un truc de fou. Et c'est là que j'ai donc commencé à m'intéresser à elle. Et effectivement, elle fait partie des poids lourds de l'influence mode et de l'influence tout court d'ailleurs, puisqu'elle est considérée par le magazine, attention prononciation, Verben en Verkaufen. Je vous l'écris là. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, en tout cas, elle est considérée par ce magazine-là comme l'une des Allemandes les plus influentes. Et on comprend pourquoi, parce que Caroline a à ce jour à peu près 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est pas mal. Moi, je les prends. Je suis allée un petit peu fureter sur sa chaîne YouTube et j'ai été surprise en fait de voir qu'il n'y avait pas de vidéos mode, lifestyle, beauté, mais en fait il y avait que des vidéos de fitness. Ça m'a un peu interpellée. D'ailleurs, je trouve que ces vidéos ressemblent beaucoup à ce que fait une autre Allemande, très influente elle aussi, qui s'appelle Pamela Reif et qui elle par contre est vraiment spécialisée dans le fitness. Bien que je la trouve hyper mignonne avec ses beaux yeux bleus, plein d'extensions de cils, ses beaux petits cheveux blonds de bébé. Elle est très attachante en plus quand on voit ses stories et tout ça. Je suis pas très fan de son style. J'ai pas bien identifié en fait sa personnalité stylistique, vestimentaire, donc je suis pas très fan. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est une influenceuse à connaître absolument et qui est quand même, qui reste très inspirante. Suivez son Insta, surtout si vous parlez allemand, ça peut être cool pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nana. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai été ravie d'être avec vous pour parler mode, tendance, people, tout ce qu'on aime. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je poste du contenu. Vous le savez maintenant, je publie tous les jours sauf le dimanche, donc du lundi au samedi. Je vous le rappelle, mes vlogs, c'est tous les lundis à 17h sur ma chaîne YouTube et les émissions Parlons peu,
Parlons mode, tous les vendredis à 17h également sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter et surtout sur mon site pamelacobson.fr. En attendant, je vous embrasse. On se retrouve lundi pour le vlog et vendredi prochain pour une nouvelle émission. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. Bye.